Salut et bienvenue sur le podcast Tech et Zen. Je suis Elodie Crugno, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Bonsoir Pierre. Bonsoir, Bienvenue. merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi surtout de l'avoir accepté. En fait, voilà, bon, ce sommet, du coup, je l'ai créé dans cette idée d'apporter des pistes de réflexion et des outils pour les femmes qui se sentent débordées au quotidien, qui sont remplies d'envie, d'ambition, d'activité, mais qui ont du mal à s'y retrouver, peut-être des fois à s'organiser ou à se sentir à la hauteur ou voilà, avoir le sentiment de devoir être partout. On sait que voilà, c'est une question qui revient beaucoup actuellement. Et donc, la sexualité n'est pas forcément une problématique qui est revenue souvent, mais je l'ai quand même intégrée parce que je suis partie en fait d'un premier constat, c'est que ça revient dans l'intimité du cabinet avec mes patients. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être un sujet plutôt tabou et que donc les gens, a priori, vont pas forcément parler de cette difficulté-là sur un réseau social ou quoi, avec moi qui ne suis Oui. pas spécialisée là-dedans. Donc, j'ai vraiment trouvé important que tu sois là. Et donc, je t'ai fait cette demande. As-tu des outils concernant la sexualité dans une vie surchargée? Merci beaucoup, Elodie. Bah oui, justement, c'était un petit peu l'objectif, c'était peut-être de fournir certains outils concrets, pratiques à mettre en place, parce que la réalité, c'est que très souvent, même si effectivement on n'en parle pas beaucoup autour de soi, quand on est très pris par le travail, très pris par les obligations, par la charge mentale aussi, on peut avoir tendance à vouloir s'organiser, mais on oublie très souvent effectivement le champ de la sexualité. Donc voilà, si tu es d'accord, si vous êtes tous et toutes d'accord, on peut partir sur la base de trois outils déjà pour commencer. Donc, un premier exercice, moi, que je pourrais vous conseiller, et c'est souvent celui que je conseille le plus en cabinet, parce qu'en fait, il est basique, il est très simple à mettre en place, mais c'est juste qu'on n'y pense jamais. C'est tout simplement le fait que quand on a rencontré une personne avec qui on vit, avec qui on est en couple, très souvent, on s'est donné des rendez-vous au début. C'est-à-dire, on s'est peut-être donné rendez-vous au cinéma, peut-être au restaurant. Bon, peut-être pendant le confinement, ça devait être compliqué. Mais on s'est donné des dates butoirs où on allait pouvoir vivre des souvenirs ensemble. Et c'est vrai que quand on vit sous le même toit ou quand on commence à être dans une relation depuis un certain temps, on peut avoir tendance à oublier de faire ça aussi pour les moments à deux, pour les moments intimes. Alors l'idée, c'est pas forcément de se dire on va fixer un rendez-vous pour de la sexualité. L'idée, c'est plutôt de retrouver des moments pour pouvoir recréer de la complicité. Et sexualité sans complicité, c'est parfois quelque chose qui donne place à moins de communication, moins d'échanges, moins de plaisir. Donc en fait, il faut se dire, c'est aussi un moyen d'éviter de compter les points. Alors ce que j'entends par là, c'est que très souvent, un des symptômes que je vois le plus dans les thérapies de couple, c'est la personne qui dit, bah tiens, ce soir, on n'a encore rien fait. Ça veut dire que tiens, ce soir, il n'y a pas eu ça, donc ça veut dire que voilà. Et en fait, à force, on compte les points. Il y a même des personnes qui vont mettre en place des stratégies, comme se dire, oula, je vais pas me coucher en même temps, comme ça, je suis sûr que ça envoie pas un signal, des choses comme ça. Bref, on commence à vraiment installer plein de choses qui font que on est plus dans une partie d'échec que réellement dans un échange. On mettrait pas tout ça en place pour échanger, regarder un film ensemble. Et ça reste une activité qu'on vit ensemble et qu'on a le droit de refuser, de ne pas vouloir et d'avoir envie de changer de film, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'agenda de régulation. Mais c'est tout simple, hein. Vous pouvez l'utiliser dans plein de domaines, mais dans la sexualité, c'est assez sympa. C'est de se fixer un rendez-vous, en fait, qu'on fixe vraiment ensemble. C'est-à-dire qu'on se dit pas oui le week-end prochain. Non. On regarde nos agendas, on regarde vraiment s'il y a un jour qui est plus propice à ce qu'on se retrouve dans un bon état d'esprit. C'est-à-dire, tiens, le lendemain, je travaille pas. Donc ça veut dire que ce soir-là, si jamais on prend, si on se couche tardivement, c'est pas bien grave. Ce jour-là, on va peut-être éviter parce que même si ce jour-là, effectivement, j'ai rien à penser le soir, la journée est très fatigante, donc j'évite le mercredi, ainsi de suite, voilà. Et on bloque quelque chose. Ça peut être un moment pour aller justement au cinéma, au restaurant, comme je disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi un moment pour se dire, voilà, on va faire des jeux ensemble, on va communiquer sur certains sujets. Avec les outils que je vais vous dire tout à l'heure, vous allez voir qu'on peut mettre en place des choses dans cet instant-là. Mais l'idée, c'est voilà, fixer un rendez-vous. Et en fait, ce qui va se passer, c'est non pas l'obligation, l'injonction de se retrouver à avoir un rapport ce soir-là. L'idée, c'est plutôt de se dire que tous les soirs qui précéderont ce rendez-vous, il y aura plus ce système de compter les points. Et donc, du coup, on sera déjà détendu, il y aura une tension qui sera beaucoup plus basse à ce niveau-là.
On pourra du coup se focaliser sur ces tâches, sur justement la surcharge mentale qu'on a tout au long de la semaine, sans avoir ça à se rajouter. Et le soir venu, on peut toujours communiquer sur le fait de dire, bah voilà, effectivement, on avait fixé ce rendez-vous, mais comme n'importe quel rendez-vous, je me dois de l'annuler parce qu'il n'est pas en adéquation avec mon état d'esprit du jour et tout ça. Là, moi, je vous le fais de manière très factuelle et très formelle, mais il faut le voir de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous qu'on a pris, on a le droit de l'annuler si on a tout simplement pas l'émotion, pas le ressenti, pas le voilà. Mais en général, ça peut être aussi un moment où on se dit, voilà, je sais que ce soir, physiquement, je suis cuit et j'aimerais que ce rendez-vous soit dédié à peut-être des massages, à parler ensemble, à peut-être regarder des photos qu'on a accumulées sur nos téléphones mais qu'on regarde jamais. Ça peut être des choses comme ça, retrouver de la complicité, tout simplement. Voilà. Donc, je précise juste une chose que souvent j'entends en réponse, c'est oui, mais du coup, ça casse un peu la spontanéité. Et en fait, la réalité, c'est qu'on ne vient pas de dire il est interdit de faire quoi que ce soit d'ici là. On dit simplement qu'il y a un rendez-vous et que du coup, s'il ne se passe rien d'ici là, c'est normal, il y a un rendez-vous pour ça qui a été fixé. On sait qu'il y a une réalité, c'est qu'on est en surcharge mentale et qu'on ne peut pas se confronter à ce genre d'envie, à ce genre de besoin. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que la spontanéité, au début, quand on se donnait rendez-vous, il n'y en avait pas beaucoup. On était content de se retrouver. On se préparait même à ce rendez-vous-là parce que on avait hâte. C'est ça aussi qu'il faut peut-être retrouver, c'est le côté j'ai hâte de repasser un temps avec cette personne-là, j'ai hâte de retrouver un temps. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi un rendez-vous avec vous-même. Ça peut être ce soir-là, c'est le temps justement dans ma semaine surchargée, dans ma vie surchargée, je me fixe un temps qui est dédié à ça. Ça veut dire ça peut être vraiment, je me donne un rendez-vous avec mon sextoy préféré. Vraiment, on va passer une soirée incroyable, comme ça peut être, je vais aller me faire masser à tel endroit, je vais prendre un bain, enfin bref, peu importe, quoi qu'il en soit, ça peut être un peu autour de la thématique du corps, des ressentis et du plaisir. Voilà, peu importe après ce que vous mettez derrière, c'est vous qui voyez. Voilà. Est-ce que ça sous-entend, enfin, en fait, ce que je vois dans cet exercice, c'est l'acceptation et l'accueil qu'en fait, on ne peut pas être disponible tout le temps et de la même manière à deux tous les jours en fonction de l'emploi du temps qu'on a, et que ce rendez-vous, plus qu'effectivement quelque chose qui casse la spontanéité ou quoi, c'est justement de se libérer aussi du temps, parce que sinon, on est vite pris tout le temps, tout le temps, tout le temps dans son quotidien. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez redondant en psychologie. C'est-à-dire que quand on a des patients qui disent j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je dis vous voyez là vous avez réussi à libérer 1 heure pour venir en consultation. Donc ça veut dire que vous avez pris un temps pour vous. Donc déjà félicitations. Mais ça veut dire que vous êtes capable du coup de débloquer ça à d'autres moments. C'est juste que peut-être quand il n'y a pas un rapport, parce que là peut-être il y a le fait de venir chez un psy pour un rendez-vous, peut-être qu'il y a le côté un petit peu non je peux pas annuler. Bah, avec soi-même on ne devrait pas pour autant annuler aussi. C'est un temps pour soi, c'est un temps important. Ne faut-il pas déjà avoir des moments pour soi avant de mettre en place des rendez-vous en couple? Si, alors ça, c'est une excellente intervention. Il y a une réalité, c'est qu'il y a des personnes qui vont vraiment trouver un vrai plaisir à se retrouver avec elles-mêmes et d'autres personnes qui vont plutôt trouver beaucoup plus de plaisir à se retrouver avec une personne. Ça, c'est la pyramide de Maslow, c'est quels sont mes besoins, dans quel ordre je les place. Ça, c'est à chacun de voir un petit peu ce qu'on préfère et ce qui nous semble le plus vital. Il y a des personnes, vraiment, c'est important pour eux d'avoir des moments famille, des moments voyage, des moments ainsi de suite. Et il y a d'autres personnes, c'est très important d'avoir des moments canapés sans avoir rien du tout à penser. Donc tout ça, c'est la pyramide de Maslow. Ça concerne presque un autre sujet, mais c'est important de l'interroger. Vous avez raison, du coup, pour savoir ce que vous souhaitez mettre en place avant l'un, avant l'autre, ainsi de suite. Voilà. Ouais. Et puis, il y a aussi cet aspect de transition auquel il faut penser, surtout actuellement, bon, avec le télétravail, on est moins qu'à fut une époque, mais il y en a encore beaucoup. C'est qu'on ne peut pas aussi être toujours, comment dire, switché entre rôle de maman, j'étais au travail, je suis maman, je suis en couple, je suis sexy. Enfin, on ne peut pas switcher comme ça d'une minute à l'autre dans Mm. chacun des rôles. Donc, se prévoir des transitions, peut-être effectivement avec soi-même ou de la manière dont on a besoin, par une activité ou par rien du tout, par quoi que ce soit, bah, y penser, de se laisser le temps de, parce que sinon on se sent un peu vite oppressé et puis bah, ça Mm. fait vite un refus ou un conflit, alors qu'on avait juste besoin de temps et de transition. Ouais, c'est vrai que ça, cette problématique des transitions, c'est quelque chose qu'on doit soulever très souvent en thérapie. Ouais, c'est tout bête, mais les gens qui organisent leur agenda, très souvent, ils mettent des plages horaires, mais le trait qui se finit est souvent un trait qui commence. Et ça montre aussi que parfois, voilà, les personnes laissent de côté un petit peu ce côté switch, et d'autant plus quand effectivement ils ont plusieurs statuts, plusieurs rôles. Ouais, ça- c'est vraiment ça. Est-ce que je continue avec le second? Avec Ouais. plaisir.
Ok. Donc le deuxième exercice, donc comme je vous disais, celui-là, il peut être intégré à ce que je viens de dire, mais il peut être fait à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer au premier exercice, ils sont tous individuels. C'est le jeu du miroir. C'est un jeu assez classique, assez simple, mais encore une fois, on n'y pense pas. C'est-à-dire qu'en fait, il peut se passer quelque chose lorsqu'on a une vie très, très chargée, c'est qu'il y a un éloignement aussi de ses propres sensations, de son propre corps. Et en fait, on ne peut même pas percevoir qu'on a connu une évolution dans nos sensations, dans ce qu'on aime, dans nos besoins. Et très souvent, en fait, se crée quelque chose, c'est qu'on va avoir un détachement, une perte d'envie de partager l'intimité avec une personne, notamment parce que cette personne-là, justement, bah, peut-être rajouter de la charge, va rajouter quelque chose où on va devoir retrouver du contrôle, devoir communiquer à nouveau. Bref, c'est presque épuisant rien que de l'anticiper. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, stop, on coupe la machine, on prend un temps et on va faire un petit jeu. C'est qu'on se met face à face sur le lit, sur une chaise, peu importe, c'est chacun comme il préfère. Et en fait, on se dit, voilà, la personne qui se sent le moins à l'aise dans les rapports intimes ou dans le rapport à son corps et ainsi de suite, voilà, prend le lead. Cette personne-là, en fait, quand elle fera un geste, l'autre personne fera exactement le même geste. Du coup, c'est-à-dire si je tends ma main droite sur l'épaule gauche de la personne tend sa main droite sur mon épaule gauche. Donc, ce qui fait que ça ressemble à ça. Voilà. Donc, c'est un miroir, mais pas vraiment. Parce qu'un miroir, du coup, on se taperait dans nos mains, mais voilà, c'est plutôt un point de symétrie. Et l'idée, c'est de se dire que du coup, à ce moment-là, en fait, quand je vais poser ma main à l'endroit d'une personne, elle va elle aussi le faire, ce qui veut dire que tous les deux, on va ressentir cette sensation. Et je vais pouvoir conduire cette personne vers des parties de mon corps qui me font envie d'explorer, c'est-à-dire, bah, tiens, de voir comment ça fait sur la nuque, quand on caresse les cheveux. Et du coup, ça permet aussi de pouvoir faire rendre compte à l'autre que bah, tu vois ce que ça fait comme sensation. Tu comprends pourquoi, quand je te dis fais-moi des papouilles, c'est aussi fort, aussi important bah, que de me foncer dessus et parfois toucher mes parties intimes qui me mettent mal à l'aise, qui peuvent être au contraire contre-productifs au niveau de l'excitation. Donc ça permet aussi voilà de communiquer un peu sur t'as vu ces sensations elles sont sympas et aussi voilà de pouvoir aussi garder le contrôle sur le côté bah voilà c'est moi qui dirige l'intensité, la direction, enfin bref c'est moi qui décide où on va et si jamais on se sent assez en confiance bah on peut dire à la personne c'est bon maintenant on change les rôles, on inverse mais moi, je trouve que c'est toujours bien de se dire ce soir, c'est moi qui ai le lead sur ce jeu-là. Ça évite justement à la personne de trop penser à il faut pas que j'aille à certains endroits, sinon lui ou elle, à son tour, va faire un peu pareil ou va tenter les choses aussi. Voilà, on peut être un peu biaisé dans notre vécu de l'exercice parce qu'on anticipe déjà le moment où on va laisser le lead. Alors, autant l'assumer pleinement, dire je garde le lead pour cette fois, c'est important pour moi. Et c'est un peu le principe hein, des couples où on dit tu veux un massage et il y a plein de gens qui ne massent pas leur compagnon ou leur compagne parce qu'ils ont peur du moment. Non, ils n'acceptent pas un massage parce qu'ils ont peur du moment où ils vont devoir le faire aussi. Il y a un moment, ça peut être des demandes individuelles sans forcément qu'il y ait ce jeu-là. Voilà. Donc voilà, le jeu du miroir, c'est un jeu pour la complicité, les retrouvailles corporelles, ça fonctionne assez bien. Pour mes patientes qui ont des vrais blocages à ce niveau-là, de laisser le contrôle, ou enfin voilà, dans le lâcher-prise corporel, je vais même plus loin dans cet exercice, c'est que certaines, je leur dis de prendre leur main de leur compagnon et elles-mêmes de diriger la Mhm. main sur leur corps. Et c'est vrai qu'il y a cette sensation de je contrôle et l'autre se laisse diriger et qui permet bah, de petit à petit se détendre, lâcher prise et explorer son Mhm. propre corps et aussi de communiquer à ce niveau-là pour communiquer à l'autre ce que ça fait et donc que l'autre apprenne aussi bah, quelles sensations on ressent, etc. Parce que bien souvent dans la sexualité, on ne communique pas forcément là-dessus verbalement et en fait comme si l'autre était censé deviner finalement ce qu'on ressentait, à quel endroit. Et oui. C'est vrai que dans ton exercice, il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de j'accueille. Tu peux venir, il y a quelque chose de très sécure, effectivement. Et c'est vrai que bah, du coup, ce qu'on ne retrouve pas dans l'autre exercice que je viens d'exprimer, mais il y a le côté tu ressens en même temps. Donc ce qui fait que du coup, vous pouvez vraiment faire un exercice ou l'autre en fonction aussi de l'objectif que vous cherchez derrière. C'est-à-dire plutôt envoyer un message de j'accueille ou plutôt envoyer un message de écoute les sensations que je suis aussi moi en train de ressentir. Voilà. Donc ouais, c'est pas mal, c'est cool. Très bien. Voilà. Alors après, c'est un exercice auquel j'ai pensé. C'est un exercice qui n'est pas du tout à faire à deux. C'est un exercice vraiment pour soi, avec soi. C'est un exercice en fait qui a été créé dans un mélange de sexologie et de thérapie acte. En fait, les thérapies actes, c'est les thérapies de l'acceptation, qui sont souvent aussi ont des bonnes bases de méditation, de pleine conscience. Voilà, c'est les troisième vagues de TCC. Et en fait,
Le mix des deux, ça s'appelle l'alarme, cet exercice-là. Et en fait, c'est un exercice qui est assez agaçant à faire la première fois, mais qui devient sympathique avec le temps. Donc voilà, je vous prépare quand même à ce que ça vous semble original. C'est-à-dire que vous choisissez un jour, peu importe lequel, dans les prochains qui viennent, et vous vous dites, voilà, du matin, du moment où je me lève jusqu'à ce que j'aille me coucher, je mets une sonnerie par heure sur mon téléphone. Voilà. Et en fait, le but de cette sonnerie, c'est de venir me cueillir à un moment où je suis en train de faire quelque chose et que je me concentre sur trois éléments très importants. Le premier, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire, voilà, l'activité. Qu'est-ce que je suis en train de penser et qu'est-ce que je suis en train de ressentir au niveau corporel. Donc, je vous donne un exemple. Je suis en train de dessiner, je passe un bon moment. Puis là, mon téléphone, il sonne. Et là, je me focalise et je dis, voilà, j'étais en train de dessiner, je suis en train de faire quelque chose qui est plutôt positif. Au niveau des pensées, bah, j'étais bien, je suis détendu, hein, c'est plaisant de dessiner. Mais après, au niveau du corps, dis donc, oh là là, j'avais les épaules toutes tendues. Alors hop, ça y est, on décoince un petit peu et on y retourne. Et en fait, si on fait ça toute la journée, toutes les heures, il se passe quelque chose, c'est qu'au cours de la même journée, vous allez vous rendre compte qu'il y aura quelque chose au niveau du corps qui va se détendre. Et ça peut être aussi autre chose, hein. On peut être dans le canapé, se dire que j'ai un film, donc c'est plutôt positif. Je suis dans le canapé, je suis bien, là, je me prélasse bien. Et en même temps, bah, mes pensées, elles étaient en train de réfléchir au boulot que j'avais à faire demain et tout ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, bah, du coup, peut-être que le film, il m'a pas assez happé. Peut-être que, allez, je vais qu'on repartir sur une autre activité qui me correspond plus, qui me plaît plus. Peut-être que j'étais en train de zapper sur une chaîne qui me plaisait pas. Donc voilà, l'idée c'est de réaligner. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on conseille beaucoup aux personnes qui ont des troubles sexuels, donc type dyspareunie, vaginisme, trouble de l'érection, peu importe. Parce qu'en fait, souvent, à force d'être dans un rythme très, très, très fort, très, très prenant, en fait, on a commencé à mettre en pilote automatique les sensations. Et se réapproprier les sensations individuelles de cette manière-là, c'est beaucoup plus évident après de pouvoir se réapproprier des sensations avec une personne dans l'intimité. Donc voilà, donc c'est un exercice tout simple, mais vraiment au cours d'une même journée, on sent déjà l'effet. Et ça a un rebond sur 3 4 jours après. Donc ça peut être conseillé, par exemple, de vous dire, imaginons, je conseille beaucoup ça à mes relations à distance, qui ont une pression monstrueuse quand après ils vont se retrouver enfin un week-end. Et ben, je dis, voilà, vous faites ce petit exercice 2 jours avant, c'est comme ça, vous connaissez vos sensations, et le moment venu, bah, vous êtes un petit peu moins dans vos pensées, un peu moins dans des crispations, et vous pouvez vraiment savourer l'instant, bah, de vous balader avec la personne, de vraiment aimer le soleil qui tape sur vos joues, comme moi là, parce que là, je suis en train de devenir tout rouge. Voilà, vous pouvez vraiment vous recentrer sur les sensations comme ça. Voilà, c'est un petit exercice tout bête, mais qui est pas en lien avec la sexualité directement, mais qui de fait le devient. Voilà. C'est trop bien, parce que je connaissais cet exercice de pleine conscience, mais pas Ouais. aussi structuré. Ouais. Et c'est intéressant de le traduire comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va être utile autant dans la journée du quotidien, mais même quand, bah, voilà, enfin, pour tout, quand on est surchargé de boulot, etc., et que on est crispé tout le temps, et que dans enfin, la sexualité aussi, même à l'instant T, en fait. C'est-à-dire, on a des fois tendance à faire l'amour, etc., de manière automatique, quoi, sans trop s'écouter, sans trop. Et donc, prendre le temps d'écouter parce que notre corps nous dit, ce qu'on ressent, etc., ça va aussi à nous aider dans l'instant T. Ouais, exactement, c'est ça. Est-ce qu'on a encore du temps devant nous? Oui, carrément, Oui, carrément. d'accord, ok. Bon, alors, parce que en fait, j'avais prévu ces 3 exercices-là, mais je me dis que le quatrième, je sais pas pourquoi, mais d'un coup, il me semble impératif. Alors que, Inverse, je pense. donc, dans une vie surchargée, ce qui va se passer souvent, c'est que quand on a un sujet à soulever ou quand on a une remarque à faire, bah, du coup, en fait, on va avoir du mal à la différer parce qu'en fait, on sait qu'on manque de temps, qu'on n'a peut-être pas aussi envie de gâcher certains moments. Et donc, du coup, en fait, on va peut-être y aller un petit peu trop rapidement. Je vous donne un exemple. Vous êtes, vous allez aux toilettes et là, vous vous rendez compte que la porte n'a pas été refermée. Et là, vous vous dites, moi, j'aime bien que la porte des toilettes soit refermée parce qu'à chaque fois, sinon, elle s'ouvre, les chats, ils rentrent dedans et puis après, ils font un jacuzzi dans le fond des toilettes. Bon, ça, c'est vraiment pas sympa. Et du coup, vous avez un réflexe, c'est qu'à chaque fois que vous fermez, vous criez quelque chose comme par exemple clenche. Voilà. Dans ceux qui viennent de Normandie ou du Nord connaissent cette expression. C'est-à-dire, en gros, ferme la porte. Voilà. Et donc, clenche et on crie ça à travers l'appartement. Du coup, l'autre personne fait oui et ça ne bouge pas. Ce qui veut dire que la prochaine fois, la personne va à nouveau faire l'erreur, à nouveau, et on s'énerve à chaque fois. On progresse pas. Pareil, une autre situation. On a quelque chose où en fait on doit parler de voyage. C'est quelque chose de positif, ça, pour
Et il dit, ça te dit, on se pose un petit peu parler de voyage? Ouais, ouais, attends, ce week-end, on verra. Voilà. Et le week-end arrive et on fait autre chose. Voilà. Et après, l'autre week-end, on n'a toujours pas planifié. Il dit, oui, je sais, tu me l'as déjà dit 15 fois. Bah oui, mais on n'a toujours pas fait. Donc en gros, encore un sujet qui doit être positif qui finalement devient une surcharge. Et ben en fait, ce que je vous conseille de mettre en place, à chaque fois, vous allez voir, moi, c'est très concret dans le sens où euh, n'importe qui peut le mettre en place, quel que soit son contexte de vie, quel que soit, voilà, c'est important que tous les outils soient adaptables. Donc, quand vous trouvez qu'il y a une petite contrainte à un outil, essayez de voir si vous pouvez pas justement vous aussi le customiser pour qu'il vous ressemble plus. Donc là, cet exercice-là s'appelle la boîte à sujets sensibles. Donc, elle est très explicite hein, comme titre. C'est que vous prenez une boîte à chaussures ou un petit bocal, peu importe, vraiment ce que vous voulez, qui servira un peu d'urne. Vous déposez des petits bouts de papier prédécoupés enfin, découpés au préalable avec un petit stylo et vous le mettez à côté de la boîte. Et vous dites, la prochaine fois que j'ai un sujet sensible à soulever, je le note et je le mets dans la boîte. À quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à cette porte des toilettes. À chaque fois, on a un problème. Je vais le noter, mais je vais même l'écrire en gras s'il faut. Tiens, voilà, prends ça. Et là, au moins, il se passe quelque chose au niveau du cerveau, c'est le sujet va être soulevé. Il ne va pas rester en fond comme ça et du coup, il va être traité. Ça dégage déjà quelque chose. Pareil, le voyage, tac, ou alors aussi quelque chose dans la sexualité qui nous manque un petit peu. Bah voilà, j'aimais bien avant quand on faisait ça, on l'a un peu perdu, hop, on le met dedans. Et l'idée, c'est de se dire, bon, bah voilà, un peu comme le rendez-vous tout à l'heure, l'agenda de régulation, c'est de se dire, ça serait bien qu'on se fixe ensemble un soir où on se dit, voilà, là, on peut vraiment taper dans les sujets qu'il y a dans cette boîte au hasard, justement, puisqu'ils sont dans une urne. Et on sait qu'on va autant tomber sur des sujets à soi que à l'autre. Peut-être qu'il y a un déséquilibre, mais on ne le sait pas. On n'a peut-être pas vu l'autre remplir la boîte. Donc ça peut être, ça te dit, mardi soir, on commande sur Uber Eats et du coup, le temps que le livreur arrive avant koh on fait nos petits débriefs. Et après, on se fait plaisir devant koh on regarde notre rendez-vous hebdomadaire. Et là, l'idée, c'est que justement, on est tous les deux dans un bon état d'esprit, neutre, en tout cas, pour évoquer ces sujets. Et en fait, on est d'accord sur le fait que dès l'instant où on ne veut plus évoquer d'autres sujets, on dit stop. Voilà, ce sera la prochaine fois. Donc, on tire un papier, on y va, il y a écrit voyage. Ah oui, ça te dit qu'on organise voyage? Ouais, bah vas-y, je vais aller chercher mon agenda, on va le faire maintenant. C'est parti, hop. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'en fait, on est dans un bon état d'esprit, on est prêt à co-construire, ce qui n'est pas le cas quand on est un peu dans le speed. Et quand on est dans le speed, on a un peu envie de se débarrasser, donc parfois on va dire oui, oui, puis on va oublier. Alors là, ça, c'est le pire. Ou alors, on va dire non, mais parce que juste par principe, parce qu'on n'a pas envie d'être surchargé par une information supplémentaire. Puis il y a aussi des fois où vous allez tirer un papier parce que vous aviez fait un début de, vous étiez un peu chafouin l'autre fois parce qu'il y avait quelque chose qui a été dit, tout ça. J'ai le papier, je dis, ah, non, en fait, ce papier, c'est parce que tu m'avais dit ça. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas, elle m'aime plus, en fait. Donc, et en fait, maintenant que je vois le papier, je me dis que tu m'as montré 15 fois depuis ce papier qu'on s'aime. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Et c'est un beau moment aussi d'échange sur, tu vois, j'ai vécu des choses et ça s'éteint avec le temps. Voilà. Bref, la boîte à sujets sensibles, elle me sauve beaucoup de mes couples que je suis en thérapie parce qu'elle donne un moment, une relâche pour dire voilà, on va vraiment co-construire ensemble. C'est pas toi contre moi, on joue en double sur ce terrain. Voilà. Ouais, alors ça, avec ce qu'on a évoqué avec Laure ce midi sur la communication, plus cet exercice, ça va se compléter à merveille. Cette idée, en fait, de déjà, effectivement, de ne pas être dans la réaction permanente et donc dans le conflit, etc., etc., de se poser à des moments où on est plus dans la co-création ensemble, on va le faire ensemble et pas que dans le reproche, le ping-pong. Ça, c'est hyper important. Et puis j'ai relevé une chose aussi que tu as dite, c'était ah bah tiens, j'avais mis ça. C'est parce qu'à ce moment-là, j'avais l'impression peut-être que tu m'aimais pas, ou c'est que des fois on va être dans la réaction sur des choses de t'as pas nettoyé ça, t'as pas, mais derrière le reproche, c'est bah tu fais pas attention à ce que je dis, je me sens pas aimée, j'ai besoin et des fois dans ces moments-là de le verbaliser et de faire un câlin, et bah c'est des moments aussi qu'il faut créer et où il faut répondre aussi par ces besoins-là d'attention, d'affection, etc. Concrètement. Et des fois, ça suffit à désamorcer des choses aussi. Donc, Totalement. c'est important d'aller chercher ces besoins derrière nos petits conflits du quotidien aussi, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont abandonner cette piste-là parce que ils recherchent de la spontanéité. Je donne un exemple en thérapie de couple. Je dis voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez vraiment pour vous sentir mieux? Bah, je voudrais qu'il me fasse plus de câlins. Ok, monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour faire plus de câlins? Je dis oui, pas de souci. Et là, du coup, ah, oui, mais je voudrais que ça vienne de lui. Ah, donc c'est pas des câlins que vous voulez. Vous voulez qu'il vous montre de l'affection spontanément.
Donc, du coup, voilà, peut-être on peut verbaliser ça. C'est est-ce que vous vous sentiriez parfois, quand ça vous vient, de peut-être juste transformer votre idée pour montrer votre affection, voilà, un peu plus souvent. Oui, ok, je vais trouver des trucs, je vais essayer. Ok, ça marche. Voilà, et c'est comme ça qu'on avance. C'est quand justement on a verbalisé une chose avant, qu'on voit si c'est vraiment ce qu'on veut, et après on a la vraie demande souvent après. Oui, exactement. Et ça, c'est intéressant aussi sur le vrai, comment dire, notre vrai langage, notre propre langage de l'amour. C'est-à-dire que certains, ils vont se sentir aimés par des petites attentions du quotidien, par un petit mot, par quelque chose, d'autres Mm, par un cadeau, d'autres par un câlin, d'autres, ils sont pas du tout tactiles. Donc, c'est pas par ça qu'on va mm, se sentir aimé. D'autres par des compliments, etc. Et ça va être important de prendre en compte que bah, l'autre n'a pas le même langage que nous. Et donc, de connaître le sien pour le verbaliser à l'autre et inversement et donc de ouais. s'y adapter, quoi. Totalement. Et c'est vrai que tout à l'heure, la question, c'était faut-il pas avoir des moments à soi et tout ça? C'est effectivement le premier travail, c'est de voir un peu quels sont mes besoins et mes envies. Et en fait, je pars du principe que tous les besoins, toutes les envies sont toujours légitimes. Par contre, ce qui va différer, c'est la manière de le transmettre, de le verbaliser, de le communiquer et de ne pas l'imposer du coup à autrui. Voilà, on s'inscrit tous dans des contrats, un contrat de couple. Quand on sort ensemble, on se dit et voilà, c'est voilà ce que je souhaite. Est-ce que tu es prêt à me l'offrir? Après, avec le temps, bah, du coup, on va peut-être s'offrir d'autres choses, ainsi de suite. Voilà. Mais c'est vrai que toute envie est légitime, donc autant la communiquer. Mais souvent, les personnes se refusent à communiquer quelque chose par peur du non. Et le problème, c'est que bah, du coup, ça devient une petite moutarde qui monte, qui monte, qui monte jusqu'à ce que ça Mhm, devienne un conflit. Voilà. tout à fait. Il y a une question qui m'était parvenue quand même et qui, effectivement, on parle souvent dans une vie, bah, surtout là avec la thématique dans une vie surchargée, plutôt d'instinct du manque de libido ou etc. Enfin voilà, le manque affectif et tout ça dans une vie surchargée. J'ai eu la question inverse. Comment gérer quand on a trop de libido? Bah, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Comment on peut gérer ça? Mm. Alors, il y a une réalité, c'est que très souvent, cette question, elle est souvent corrélée à un tabou, qui est celui de la masturbation dans le couple. C'est vrai qu'il y a quelque chose parfois qui est encore très ancré de bah, se masturber, c'est presque pas tromper l'autre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est dans ce champ lexical-là, un petit peu, on ne donne pas une place à l'autre. C'est pour ça que ce point-là, il est assez important. C'est aussi se dire que parfois, on a une gestion de ses besoins et de ses envies qui peut être aussi par ce biais-là, et notamment côte à côte. J'entends ça par là, j'entends là par ça. J'entends ça par là, que il y a des fois, il y a des couples, le soir, ils n'auraient pas la force ni la motivation d'avoir un rapport ensemble, mais par contre, ils ont une envie qui est là, qui les chatouille, et ils seraient ravis de juste peut-être l'assouvir à côté de leur compagnon. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est inenvisageable pour énormément de couples, alors que c'est quelque chose que je retrouve souvent dans le climax de mes thérapies de couple, c'est quand ils disent, bah, hier, on a expérimenté de se masturber côte à côte. C'était incroyable parce on était sur on était vraiment ensemble, on a fait l'amour ensemble, mais par contre, on l'a fait à nous-mêmes aussi en même temps. C'était vraiment super. Ça reste un partage. On était excités par le fait qu'il y ait la personne qui soit à côté de nous et qui rentre dans notre intimité réellement, parce que c'est peut-être une intimité encore plus grande du coup dans ce moment-là. Donc voilà, il y a cette mesure-là de se dire peut-être que la sexualité peut être transformée pour qu'elle soit moins un effort pour bah, pour la personne qui justement elle est peut-être moins en envie, mais qui a quand même envie d'être dans une forme de partage. Voilà. Et le problème, c'est que très souvent, bah, il y a plein d'injonctions à des actions quand une personne a une envie. Et encore une fois, comme je disais, l'envie est légitime. Le comportement qu'on impose, lui, non. Voilà. Tout à fait. Donc là, effectivement, encore une fois, c'est être à son écoute, à celle de l'autre Mhm. et d'adapter les choses en fonction. Donc effectivement, ça va passer essentiellement par la masturbation et par accepter. Il y a aussi masturbation, alors ensemble ou pas d'ailleurs dans le couple, Mhm. en tout cas accepter cette place-là qui est Ouais. importante et même ou aussi dans une vie de couple parfaitement épanouie et dans une vie Tout à sexuelle fait. parfaitement épanouie, quoi. Et l'étape d'après, mais qui n'est pas une étape obligatoire, ça ne signifiera pas qu'on est plus ou moins ouvert d'esprit, mais c'est uniquement des expériences. Il y a des couples aussi qui se tournent vers l'ouverture du couple parce qu'ils ont réussi à scinder
amour, sexe, couple, qui sont trois choses totalement différentes. L'amour, c'est un sentiment qui varie du matin au soir. On peut aimer une personne le matin parce qu'elle nous offre quelque chose et la détester le soir parce qu'elle a mal rebouché le tube de dentifrice. On a le sexe qui est plutôt une activité sportive qui vient illustrer du coup une envie, une attirance décharger une biologie. Et après, il y a le couple qui est un projet, quelque chose qu'on construit à deux. Voilà. Donc, il peut arriver qu'il y ait des personnes aussi qui optent pour consulter, pour réussir à ouvrir leur couple. C'est pas une forcément comment on appelle ça, un constat d'échec pour certains. C'est peut-être parfois juste le moyen de s'adapter, encore une fois, sachant que c'est pas parce qu'on est fermé à cette idée qu'on n'a pas d'ouverture d'esprit. C'est simplement que c'est peut-être pas ce qu'on souhaite et ça s'entend aussi. Voilà. C'est ça. Tout est possible et dites-vous bien qu'en fait, chaque situation est problématique à partir du moment où ça vous touche, ça vous atteint et ça bloque quelque chose au quotidien. Alors là, effectivement, il y a besoin peut-être de se poser pour comprendre ce qui se passe et trouver par quelles astuces on peut débloquer ça. Ou sinon, se faire accompagner aussi peut débloquer un certain nombre de choses. Totalement. Oui. Ok. Est-ce qu'on a exploré tout ce que tu avais envie de nous transmettre? Après les conseils lecture, si jamais vous en avez besoin pour la sexualité en général, hein, il va avoir Jouissance Club de Jeune Plat. C'est évidemment, on l'appelle très souvent la Bible de la sexualité, puisque c'est un des premiers livres qui a vraiment décomplexé la pratique sous toutes ses formes du coup des rapports, en oubliant volontairement de tout le temps traiter que le pénétratif, en étant bien au-delà de tout ça, en étant dans quelque chose qui est plus de l'exploration des sens que réellement sur des scénarios tout faits, habituels, hétéronormés, phallocentrés, enfin, voilà, pénétrocentrés. Donc, voilà, c'est vraiment un livre super avec des tips, des choses vraiment sympas à explorer. Ce livre est très dur à lire en une seule fois parce qu'on a très envie d'explorer tout de suite ce qu'on est en train de lire. Voilà, donc prévoyez plusieurs lectures. Voilà. Voilà. Après, il peut avoir, alors j'ai plus le nom du livre malheureusement, mais bon, la couverture est orange, vous pouvez pas le louper. C'est Slow Sex, donc sexe lent, slow sex. Voilà. Et c'est tout simplement une exploration, un guide d'exploration vers ce qu'on appelle le sexe tantrique. Donc, c'est-à-dire un sexe où on n'est peut-être pas dans la recherche, encore une fois, d'un scénario tout fait, mais plus une exploration de la pleine conscience, de la respiration, d'être vraiment dans le ressenti du toucher. Voilà, on est vraiment. C'est souvent quelque chose qui est un peu moqué ou un peu caricaturé avec deux personnes qui sont face à face et qui vont avoir un orgasme juste en respirant. Voilà, ça c'est une caricature évidemment. Le slow sex, c'est aussi simplement faire ce qu'on fait d'habitude, mais peut-être en fermant les yeux, en se concentrant vachement plus sur les sensations, en ralentissant peut-être un petit peu les mouvements, en communiquant davantage. Voilà, donc ça peut être vraiment quelque chose qui peut permettre de créer une petite bulle hors du temps dans un quotidien qui est tout le temps en accélération. Et d'ailleurs, ça me fait penser quand on parlait de enfin, de moments pour soi aussi et de masturbation. C'est vraiment aussi quelque chose qu'on peut explorer quand on se sent surchargé, qu'on n'a pas le temps, du coup, ça coupe notre libido parce que, bah voilà, forcément, quand tout est dans la tête, etc., et qu'on pense en permanence, bah, ça coupe aussi l'accès au corps. Mm. Par la masturbation, plus on va faire naître le plaisir, plus ça va faire naître l'envie aussi. Donc, on peut démarrer de soi pour retrouver l'envie de l'autre aussi. Totalement. Y penser parce que le faire en pleine conscience, s'entraîner avec des respirations différentes, etc., vont faire partie de l'exploration. Bien sûr. Mais de toute façon, derrière le mot libido, on oublie souvent de le définir, mais derrière libido, il y a deux éléments. Il y a le désir, qui est une chimie qui se balade dans le cerveau. C'est en fonction de comment notre cerveau nous envoie ce qu'il faut pour le ressentir. Et il y a l'attirance. L'attirance, c'est plutôt quelque chose qu'on a par rapport à un objet, une situation, une personne, euh, des actes, peu importe. En tout cas, voilà, il faut réussir à coupler les deux pour avoir de la libido. Donc, il y a des fois, bah, la désir, il faut le réinterroger en se disant, est-ce qu'il n'y a pas justement des chimies en ce moment dans mon cerveau qui jouent? Ça peut être la fatigue, ça peut être la contraception, ça peut être des traitements, ça peut être tout simplement, voilà, des problématiques, des troubles qui se sont développés. Voilà, si quelqu'un qui est en dépression, par exemple, va forcément une perte du désir très fort. Ça fait partie des critères, hein, perte d'intérêt. Et ensuite, l'attirance, bah, ça va être, est-ce que c'est par rapport au fait que le scénario, je le connais déjà d'avance? Est-ce que c'est parce que la personne que j'ai en face de moi, justement, a des comportements qui m'ont rendu moins sécure aussi dans cet échange, moins en confiance?
Voilà, tout ça, c'est important de le réinterroger comme ça. Et ce que tu as dit me fait penser à autre chose. Ah oui, ben, par rapport aussi, j'imagine qu'il y a des personnes qui doivent se poser des questions par rapport à ce rythme qui s'accélérait après la venue d'un bébé, notamment. Et un livre que je conseille, qui pour moi est vraiment le meilleur dans ce domaine-là, c'est Camille Bataillon, qui tient le compte Instagram Camille parle sexe. Donc voilà, c'est un super compte Instagram. Camille Bataillon, et c'est réinventer sa vie intime après bébé. Il est excellent. Enfin, franchement, assez incroyable. Voilà, vraiment. Et après, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une vie surchargée, mais comme on est dans la thématique de la sexualité, je suis obligé de vous parler de ce livre qui est pour moi un des plus révolutionnaires des derniers mois, des dernières années même. C'est Au bonheur des vulves. Donc, Camille Thiebaud et Élise quelque chose. Ah, j'oublie toujours. Et ça se trouve, c'est Élise Thiebaud. Bon, en tout cas, voilà. C'est Au bonheur des vulves. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de livres qui s'appellent comme ça. C'est rare qu'on trouve ça à la bibliothèque. Et en fait, c'est tous les troubles, toutes les pathologies, toutes les maladies qui peuvent toucher à l'intimité dite féminine. Et donc, ça va de la douleur aux vulves jusqu'à des problématiques liées à la contraception. C'est extrêmement vaste. C'est absolument pas anxiogène, dans le sens où c'est écrit d'une manière où c'est hyper fun, c'est décomplexé, il y a plein de solutions, plein d'exercices pratiques. Vraiment, voilà, si vous inquiétez par rapport à des réactions que vous pourriez avoir au niveau corporel, c'est un livre que je recommande 100 fois. Voilà. Ok, bien écoute, je réfléchis si, alors encore une fois, hein, hop, dernier instant pour poser vos questions. Moi, je réfléchis de mon côté, mais je crois que là, déjà, quand même, on a abordé les points principaux. On peut pas J'espère que faire j'ai pas tout. trop parlé. Pas du tout, au contraire. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, concret et utile. Donc, j'espère que ça le sera pour celles qui nous regarderont, qui nous ont regardé, qui nous regarderont en replay. Une petite chose, oui, que je m'étais notée, c'était quand tu avais parlé de regarder les photos, on ne le fait pas souvent. Tu avais mis, à un moment donné, alors ça doit remonter maintenant dans ton feed, mais un jeu des questions pour apprendre à se connaître. Alors bon, ça partait d'un postulat, peu importe, mais j'avais Mhm. trouvé l'exercice intéressant parce qu'il permettait, alors, on peut le faire par exemple dans des voyages en voiture ou enfin des moments comme ça où bah, il y a du temps, on ne sait pas trop quoi faire, ou alors par un rendez-vous avec l'autre, mais et de se poser des questions pour apprendre à connaître l'autre. Bien sûr. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Je pense qu'on peut le retrouver sur Internet. Ouais. Du coup, oui, d'autant plus que je suis en train d'en créer un pour le livre que je suis en train d'écrire, donc oui. Oui, Mais oui, en c'est transition. ça. Mais effectivement, en fait c'est tiré d'une étude tout le monde a sûrement dû entendre parler de ça vite fait sur Facebook ou voilà voir un article passé. Mais c'est 36 questions qui font tomber amoureux. Donc il y a le questionnaire de Proust qui existe, qui n'a rien à voir avec l'amour, mais qui était pour mieux connaître une personne. Mais ce questionnaire, là, 36 questions pour tomber amoureux, en fait, ça passe tout simplement sur la base que quand on tombe amoureux, c'est très souvent parce qu'on est face à la vulnérabilité de la personne et qu'on nous-mêmes on est en vulnérabilité et qu'on voit qu'il n'y a pas d'attaque, qu'il n'y a pas de violence faite à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on tombe amoureux. Voilà, c'est une théorie comme ça, sachant que voilà, c'est aussi ça se vérifie dans le sens où bah, parfois, après un certain mois, on commence à attaquer sur la vulnérabilité de l'autre et que ça peut créer bah, des relations toxiques ou alors des relations qui se délitent, tout simplement. Et voilà, mais en tout cas, le sentiment amoureux vient de là et c'est 36 questions qui sont très vastes. C'est voilà, avec qui, si tu devais dîner avec une personne, avec qui tu choisirais, même une personne morte, voilà. Si voilà, quelle est ta définition de l'amitié? Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important, la loyauté ou pourquoi? Enfin voilà. Donc ouais, c'est 36 questions assez sympas. Je pense qu'on peut les retrouver facilement dans ma story à la une, euh, outils. Et en fait, ça, je crois que c'est un cœur avec 36 dessus. Voilà, 36 questions. Ouais, donc ça, c'est un outil rigolo et qui permet d'ouvrir aussi la communication quand des fois, on a l'impression qu'on n'a rien à se dire. Ben, on Mm, peut mm. utiliser là aussi des outils qui nous aident. Ouais, puis ça peut être intéressant de le faire, par exemple, tous les 1 an de relation pour Ouais. voir un peu, ah, c'est rigolo, je me souvenais pas que tu avais dit ça de cette façon, tu as changé un peu ta vision, c'est cool. Très cool. Ok. Eh bien, écoute, ça m'amène à la dernière question. Où, quand, comment te retrouver si on veut bah, suivre ton actualité et si jamais on a envie de te rencontrer comme professionnel? Bah, demain soir, je serai certainement à McDo, si jamais vous me cherchez.
chose de personnel, du coup. Voilà, c'est ça. Non, mais alors du coup, pour me retrouver, le mieux, aujourd'hui, en tout cas en l'état, c'est de me retrouver sur mon compte Instagram Sexopsycho. Petit exclu pour ton sommet, je l'ai dit à personne et donc je l'ai gardé pour ce soir. J'arrive bientôt sur YouTube, donc voilà. Donc il y aura bientôt une vidéo hebdomadaire sur YouTube, voilà. Donc Trop bien. voilà. Et après, vous me retrouverez sûrement au cours de 2023, 2022 dans 3 publications. J'ai 3 livres qui seront publiés cette année sur la sexualité. Donc voilà, vous allez peut-être me voir aussi dans vos librairies, donc sous mon nom du Pierre Dubol. Il y aura souvent écrit Sexopsycho. Voilà, dès l'instant où vous avez Sexopsycho, vous savez où me retrouver. Voilà. Formidable. Waouh. Des très, très, très beaux projets. J'ai hâte de suivre ça. Mm. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur d'être là ce Bah, merci soir. à toi. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Je ne te lâche pas depuis Traversons ça ensemble. Donc, je serai toujours là où tu auras besoin de moi. Bah, c'est réciproque. Donc, voilà, je suis émue. Merci. Merci beaucoup. J'espère que cette intervention vous a plu autant qu'à moi. Et puis, ben, on se retrouve sur les réseaux alors. Oui. Bonne soirée. Merci à tout le monde Ciao. pour vos questions. Merci à toi. Petite mise à jour avant de se quitter, le livre dont parle Pierre qui est à paraître dans cet épisode est bel et bien sorti. Donc je vous ai mis le lien en description, c'est le cahier coquin. Vous pouvez courir vous le procurer puisque vous l'avez vu, l'intelligence, la compétence et la bienveillance de Pierre ne sont plus à prouver. Quant à moi, je vous retrouve sur Instagram. Si ces questions de vie surchargée, d'anxiété, d'hyper-émotivité sont des questions qui vous touchent, eh bien, on en discute via ce réseau social et je vous propose les accompagnements adaptés. Donc, n'hésitez pas à venir échanger. À très vite! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite, en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie plus zen au quotidien.